Merci de rester fidèle à Énergie TV, à votre émission À vous de convaincre. Une émission aujourd'hui exceptionnelle. Notre invité aujourd'hui n'est plus à présenter. Pour ceux qui suivent notre chaîne, il s'appelle Mahamadou Diawara. Il est expert aujourd'hui, on a porté la casquette de l'expert. Vous n'êtes pas sans savoir que Mahamadou Diawara était parmi les experts dans le comité scientifique qui a contribué à l'organisation des concertations nationales tenues les 10, 11 et 12 septembre sur la transition au Mali. Compte tenu de cela, nous l'avons invité aujourd'hui pour avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé et aussi surtout sur les documents sortis de cette concertation, à savoir la charte sur la transition et aussi la feuille de route de la transition. Et nous savons aussi que le Comité national pour le salut du peuple vient juste d'arriver d'Accra à la suite d'un mini-sommet qui a aussi produit un communiqué sur la situation actuelle du Mali en donnant des directives sur l'organisation de la transition. Cela veut dire que déjà nous entamons des discussions par rapport à la mise en place des autorités de la transition. Et donc sans plus tarder, nous commençons. Et merci quand même Diawara d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre expert. Bon, je suis membre de la commission scientifique. Le mot expert... Mais nous sommes ravis que tu sois parmi les experts. Et ceux qui nous suivent savent que tu es très fréquent chez nous. Et nous t'invitons tout le temps sur notre plateau. Ça veut dire que c'est aussi une reconnaissance de l'expertise nationale en quelque sorte. Merci, je profite pour remercier Énergie TV pour tout le travail que vous faites afin de faciliter la compréhension des questions de portée nationale par nos populations, à la fois en français qu'en bamanakan, pour que les gens puissent davantage comprendre. Et, vous avez parlé de valorisation de l'expertise nationale. Je pense que cela me donne l'occasion de féliciter et de remercier le CNSP d'avoir choisi de constituer une commission scientifique constituée exclusivement d'experts maliens pour travailler sur les questions maliennes d'enjeux nationaux. Justement, nous allons commencer par le comité scientifique. Nous voudrons savoir comment ce comité a été constitué. Bon, le comité scientifique a été constitué par le CNSP. Et le CNSP a pris contact après avoir cherché les CV des différents experts qu'ils estimaient pertinents. Ils ont donc fait leur exercice pour pouvoir faire la sélection. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai été appelé, simplement. En tant que chercheur? Voilà, j'ai été appelé par le CNSP. On m'a demandé de venir, je suis venu. Et puis, on m'avait demandé d'abord d'envoyer mon CV par téléphone. Donc, j'ai envoyé mon CV. Et on m'a convoqué ensuite à Kati. Je suis allé. Et j'ai trouvé les autres collègues qui étaient là, qui avaient aussi été appelés et qui avaient aussi envoyé leur CV. Et je pense que sur beaucoup de CV, près de 200 CV, ils ont retenu quelques-uns. Combien à peu près? Vous étiez au nombre de combien au sein du comité? Combien? 25 experts. 25 experts. Et 25 experts, tous des chercheurs ou bien? Non, il y a différents, il y a différents profils, quoi. Il y a des juristes, il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a différents profils qui étaient là. Il y a même qu'on appelle ça un médecin, il y a... Mais tous ce sont des gens qui sont reconnus dans leur domaine, mais aussi sur les questions nationales, qui ont l'habitude d'intervenir à travers leur prestation d'expertise, ça et là. Mais ce sont quand même des Maliens, tous sans exception, et c'était vraiment pluridisciplinaire. Et si certains sont venus au nom des structures, par exemple, des institutions, l'université par exemple? Bon, tous les experts ont été appelés, il y a des universitaires bien entendu. Il y a des universitaires, mais je ne pense pas que l'université ait été appelée pour mandater des gens. Okay. Il y a plutôt eu des gens qui ont été sélectionnés sur la base de la constatation de leur
expertise et de leurs prestations. Et de mon point de vue, il y a eu un travail sur la base aussi des CV pour étudier les CV et voir qui avait le profil indiqué pour avoir une valeur ajoutée au sein de ce comité scientifique. On aura appris que certains sont proches de certains regroupements sociopolitiques. Est-ce que tu peux nous confirmer cela? Bon, vous savez, nous sommes au Mali. Le Mali, c'est une seule grande famille. Chaque individu, quel qu'il puisse être, a des affinités humaines avec des acteurs qui peuvent être dans un camp ou dans un autre, dans une corporation ou dans une autre. Il est pratiquement impossible de trouver un Malien qui n'a pas de relation avec quelqu'un qui est dans une corporation. Mais je ne pense pas que quelqu'un ait été appelé pour ses affinités avec un quelconque groupe. Tous ceux qui ont été appelés dans le comité scientifique ont été appelés pour leur expertise avérée dans le domaine dans lequel ils prestent. Et je pense que ça a été très utile parce que la pluralité des profils a permis d'avoir des dialogues très intéressants et qui ont permis de faire émerger des points de vue très enrichis. D'accord. Je vais te tutoyer, j'ai commencé déjà parce que c'était un frère à moi. Ouais, dis-moi, comment vous avez travaillé depuis que ce comité a été installé jusqu'à la fin des concertations? Alors, pour qui connaît la pratique des comités scientifiques, c'est des sessions. Et pour chaque session, il y a un ordre du jour, donc un document sur lequel on est appelé à travailler. Donc, le comité scientifique a été associé à la préparation et à l'organisation des concertations nationales. Il y a eu des phases précédentes à l'intervention du comité scientifique qui ont consisté essentiellement aux préconcertations entre le CNSP et les forces vives de la nation. Donc le CNSP a reçu plusieurs organisations avec lesquelles il s'est entretenu. Et je crois que ces différents entretiens et de l'ensemble des documents qui ont été produits, bien le CNSP a produit des documents de base. Ah ok. Voilà. C'est sur ces documents de base que le comité a travaillé. Ces documents de base ont été soumis au comité scientifique pour plancher dessus. Et une fois que le comité scientifique a planché dessus, ces documents ont été partagés au niveau, n'est-ce pas, des assises. D'abord l'atelier de validation, n'est-ce pas? Ensuite, après l'atelier de validation, il a été question, après les rencontres au niveau de l'atelier de validation, des termes de référence. Des termes de référence. Donc le comité scientifique a centralisé les rapports pour sortir maintenant une mouture finale des termes de référence sur la base de ce que les Maliens ont discuté. Comme vous savez, l'objectif c'était de savoir qu'est-ce que les Maliens ont envie de discuter lors, n'est-ce pas, de ces concertations nationales. C'est au peuple malien de définir les sujets sur lesquels ils souhaitent que les concertations aient lieu. Donc il y avait une proposition de débat sur la base des propositions que le CNSP avait reçues et de l'esprit que le CNSP lui-même donne à ces concertations. Donc cela nous a permis de sortir une mouture qui a été un document de base pour susciter les discussions. Et lors des ateliers dans l'ensemble des régions, à l'exception de Kidal, et ici dans le district de Bamako, les gens ont été appelés à se prononcer. Et à Bamako, il y a eu 5 groupes qui ont travaillé sur le projet des termes de référence, qui ont fait émerger leur point de vue. Le comité scientifique a centralisé tout cela pour finalement sortir la mouture finale des termes de référence. Ensuite, on est passé aux concertations à proprement parler. Et donc, 2 documents devaient être produits. Le premier document, c'est la feuille de route. Le deuxième, c'est la charte. Si vous voyez dans la première version des termes de référence, il était question d'architecture des organes de la transition, mais vous comprendrez que c'est une composante de la charte. Voilà pourquoi le comité scientifique, à l'issue des échanges, a estimé qu'il fallait introduire ça directement dans la charte. Donc on n'a que 2 documents, la feuille de route et la charte de la transition. D'accord, nous allons parler de ces 2 documents, mais en attendant, quand vous avez commencé à travailler, est-ce que quelque part, quel était votre rapport avec le comité? Est-ce qu'il y a eu une influence sur ce que vous avez fait ou vous étiez indépendant? Nous avons été
convoqué pour être dans le comité scientifique et le comité s'est réuni et le comité a travaillé du début de notre exercice à l'instant où je suis en train de vous parler. En aucun moment, un membre du CNSP ne nous a donné une quelconque injonction en termes d'orientation vers laquelle nous devons arriver. Essentiellement, ce qui nous a été demandé, c'est justement d'abord de produire des documents de base sur la base de ce qu'eux-mêmes nous ont proposé pour pouvoir susciter le dialogue. Ensuite, de recueillir, n'est-ce pas, les éléments issus des discussions lors des assises, lors des travaux, pour maintenant proposer des documents qui puissent être valables. Et c'est comme ça que nous avons travaillé. À aucun moment, nos discussions n'ont été influencées par une volonté quelconque du CNSP d'aller quelque part. Pendant les 3 jours de concertation? Avant les 3 jours de concertation, pendant les 3 jours de concertation et après les 3 jours de concertation, en aucun moment, nous n'avons en tout cas reçu l'injonction de faire aboutir notre document à telle chose. Tu peux nous dire comment les travaux de commission ont été synthétisés jusqu'à la fin? Parce que nous savons qu'il y avait des rapporteurs. Est-ce que c'était le comité scientifique qui faisait la synthèse ou c'était les différents rapporteurs? Alors, il y avait un processus. Ce processus, nous, comité scientifique, nous avons le mandat, avant les concertations, de préparer les documents, pendant les concertations, d'assurer 2 fonctions. La première, c'est la facilitation au sein des groupes de travail. La seconde, c'est le rapportage scientifique des assises. Maintenant, parallèlement à ça, on avait aussi, donc dans la facilitation, on facilitait l'installation d'un président et d'un rapporteur par groupe qui devaient travailler et rendre leur rapport. Donc, c'est pour dire que chaque expert était membre aussi. Dans chaque groupe, on avait une moyenne de 5 experts. Dans certains, c'était jusqu'à 6. Mais parmi le groupe d'experts qui étaient dans le groupe, il y avait un d'entre eux qui était en charge du rapportage pour la commission scientifique. Voyez-vous? Voilà. Et donc, c'est comme ça que le travail a été fait. Maintenant, l'ensemble des rapporteurs pendant les concertations ont été appelés à la fin de la concertation avec le rapporteur général de la concertation pour présenter la synthèse du rapport. La synthèse des différents rapports pour la concertation. Et donc, tous les rapporteurs des différents groupes ont été appelés. Ça, ce n'est pas ceux de la commission scientifique. Mais la commission scientifique elle-même avait ses rapporteurs dans les 5 groupes. Et nous avons compilé les rapports produits par les 5 groupes que nous avons également croisés avec les rapports des experts qui étaient dans les 5 groupes pour pouvoir sortir le document final, prenant en compte l'ensemble des observations exprimées au sein des différents groupes. Donc, ils ont participé à l'élaboration de ces documents jusqu'à la fin, les différents rapporteurs? Non, pas de la charte et de la feuille de route. Ça, c'était le travail de la commission scientifique. Moi, je parle de la synthèse des concertations qui a été lue et qui a fait l'objet d'adoption. Ils ont participé à la synthèse, les rapporteurs? Oui, tous les rapporteurs ont participé à la synthèse. D'accord. Comment comprenez ceux qui disent aujourd'hui que certaines propositions n'ont pas été prises en compte dans les documents? Bon, premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est dans un processus de consultation nationale. Ce processus de consultation nationale est appelé à permettre l'expression plurielle des opinions politiques. Et tous les citoyens ont été appelés, en tout cas à se faire représenter à travers les délégués qui sont venus à la concertation. Toutes sortes de propositions peuvent sortir de ça. Mais après, une fois que toutes les propositions sont émises, il faut voir lesquelles convergent. Il faut voir lesquelles sont pertinentes par rapport à la nature des documents en question. Et il faut voir, de façon globale dans l'ensemble des groupes de travail, que ce soit au niveau de Bamako ou au niveau des régions, qu'est-ce qui est dominant, voyez-vous. Et après, nous, en tant que comité scientifique, on n'a pas un mandat politique, on a un mandat scientifique. C'est celui de rester conforme aux règles et aux principes scientifiques. Les propositions ont fait l'unanimité dans la salle, vous pouvez les rejeter après? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Notre mandat n'est pas de rejeter ce que les gens ont dit,
comment on appelle ça, de préférer ce que certains ont dit sur ce que d'autres ont dit. Non, c'est pas ça notre mandat. Mais si c'est des propositions, comme vous l'avez dit, selon vous, les scientifiques, qui ne cadrent pas avec nos principes démocratiques aujourd'hui, ou nos mœurs de vie, je veux dire. Non, c'est très simple. Hein? Une charte, on ne réinvente pas la roue. Une charte, on sait ce que c'est. Et dans une charte, il y a des choses qui peuvent figurer, il y a des choses qui ne peuvent pas figurer. Il y a des choses qui ont leur place dans une charte, il y a des choses qui n'ont pas leur place dans une charte. C'est aussi simple que ça. Pour moi, notre travail consistait à produire un document scientifiquement acceptable. Et c'est cet exercice que nous nous sommes attelés, en faisant en sorte que tout ce qui a été dit et qui a été convenu puisse ressortir. Et je pense que la charte de la transition telle que présentée, elle est absolument l'émanation de travaux des 5 groupes qui ont travaillé ici à Bamako et des conclusions qui nous ont été acheminées à partir de l'ensemble des régions du Mali. Nous savons qu'il y avait certains points qui avaient été proposés par le mouvement des 5 rassemblements des forces patriotiques pour eux qui n'ont pas été pris en compte dans les documents finaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? À quel point vous faites référence plus spécifiquement? Certains organes qu'ils ont proposés au niveau de la charte et le fait aussi de rendre hommage quand même à la lutte qu'ils ont eu à faire et surtout à ceux qui sont morts dans cette lutte, le 10, le 11, le 12 juillet. Voilà, et il y a aussi d'autres points dont ils ont parlé qui ne ressortent pas dans les documents. D'abord, premièrement, pour ce qui concerne la reconnaissance du rôle historique mené par le M5 RFP dans le cadre du processus de changement au Mali, nous n'avons aucune intention, nous n'avons jamais eu une intention de faire silence là-dessus. On a eu des discussions importantes au sein de la commission scientifique sur la pertinence ou l'impertinence de citer le M5 RFP dans le préambule. Oui, citer, mais pas non, rendre hommage. Non, citer c'est différent. Citer le M5 RFP dans le préambule ou faire référence ils sont cités comme d'autres. La question, non. Regroupements politiques. J'arrive sur et de la société civile. J'arrive, on en vient. Et c'est ce qu'ils dans un document de charte, mention n'est jamais faite de mouvements ou d'organisations. Le Mali a connu la révolution de 1991. Elle a été portée par le mouvement démocratique, avec l'UNTM, avec l'AUM. Mais vous convenez avec moi, vous pouvez prendre la charte de 91, nulle mention n'a été faite. Non, la charte de la transition de 91. Elle ne fait aucune mention du mouvement démocratique, elle ne fait aucune mention de l'AUM, elle ne fait aucune mention de l'UNTM. Vous prenez la charte de la transition du Burkina, elle ne fait aucune mention du balai citoyen. Vous ne trouverez aucune charte de transition qui fait mention d'une quelconque organisation. Ça n'existe pas. Donc par principe, comme je l'ai dit, sans aucune once de volonté de passer sous silence le rôle historique, et j'insiste là-dessus, le rôle historique que le M5 RFP a eu à jouer dans le cadre du processus de changement au Mali, nous nous sommes astreints aux exigences strictes de la science. Telle que ça se pratique. Maintenant, ceci dit, l'insistance par laquelle les membres du M5 RFP ont réclamé la mention dans le préambule, nous nous sommes réunis et nous avons estimé que nous n'avons pas nécessairement à nous priver d'innovation. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la version finale de la charte, nous faisons justement mention du M5 RFP et des autres forces vives de la nation dans le cadre du préambule. Mais pas tel pour que prendre demandé en par compte. les M5. Bon, je crois que l'intérêt d'une charte n'est pas le lieu pour faire les hommages. Ça se fait dans un autre cadre. Et le M5 le mérite. Nous n'avons aucune injonction à cela, au contraire. Et nous pensons que le cadre approprié sera trouvé pour rendre cet hommage. Et pour le cas des martyrs? Bien entendu, pour les martyrs également, nous estimons que c'est... D'abord, nous nous inclinons devant la mémoire de ces martyrs, que nous déplorons tous et que nous saluons. Nous saluons leur sacrifice pour le pays.
comme nous saluons le sacrifice de toutes les victimes civiles et militaires qui sont morts pour le Mali pendant le long processus de crise que nous avons connu. Mais comme je l'ai dit, nous sommes vraiment tenus aux exigences scientifiques, à la fois dans la doctrine que dans la pratique. Et je pense que nous sommes en phase avec ce qui sied en la matière. Et pour ce qui concerne les autres propositions faites, les organes proposés par les M5 qui n'ont pas été pris en compte, vous voyez qui étaient quand même importants, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps d'expliquer comme il le faut. Nous n'avons pas vocation à décider en lieu et place du peuple. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre mandat. Mais nous avons vocation à proposer un document conforme selon les règles et les principes. Et dans l'exercice qui était le nôtre, nous avons facilité les groupes de travail, nous avons écouté avec beaucoup d'attention les débats dans les groupes de travail et nous avons pris note. Et sur la base de ces notes et des différents rapports des différents groupes, nous nous sommes retrouvés en comité scientifique pour pouvoir produire un document qui prend en compte l'ensemble des observations et des commentaires pertinents. Je peux vous dire qu'un certain nombre d'institutions proposées ou d'organes proposés ont été rejetés par beaucoup d'avis au sein des différents groupes et par endroits étaient incompatibles avec les dispositions en vigueur. Par exemple, on parle de création de la Cour des comptes. Pour la création de la Cour des comptes, j'ai été moi-même personnellement amené à expliquer aux participants dans notre groupe pourquoi la création de la Cour des comptes était proposée. Mais des avis ont été émis dans la salle qui ont été acceptés par les participants pour dire que la Cour des comptes ne sied pas à la création d'une Cour des comptes parce que la Constitution du 25 février 1992 demeure en vigueur. Cette Constitution consacre la Cour constitutionnelle avec une section des comptes. Créer la Cour des comptes nous amènerait vers un conflit institutionnel qui n'a pas lieu d'être. Surtout que la Cour suprême vient d'être recomposée et que à partir de là, il n'y avait pas lieu d'aller vers une réforme. Vous constaterez que toutes les institutions qui ne sont pas démissionnaires et qui n'ont pas été dissoutes par le président sortant restent en place. Ils ont demandé de revenir sur l'actuelle Cour constitutionnelle aussi. Oui, justement. Il a été demandé de créer une Cour constitutionnelle pour la période de la transition dont le mandat prendra fin avec la transition. Mais la Cour constitutionnelle est une institution de la République, consacrée par la Constitution du 25 février 1992, qui est encore en vigueur. Et cette Cour constitutionnelle en vigueur vient d'être recomposée tout à l'heure, juste avant la démission du président. Et il n'a pas pris le soin de la dissoudre. Vous comprendrez bien quelles sont les raisons pour cela. Donc, on ne peut pas d'abord lui retirer son mandat pendant que la Constitution est en vigueur et la Constitution fixe la durée de son mandat. Ensuite, on ne peut pas lui superposer une autre Cour constitutionnelle alors qu'elle est là, elle est en vigueur. La charte est un consensus national qui a pour vocation de compléter la Constitution dans ses dispositions qui sont dans une situation d'inapplicabilité. Voyez-vous? Donc on ne peut pas superposer à une institution constitutionnelle en fonction une autre constitution qui a la même vocation. Ce serait vraiment chaotique. Et le cas du Haut Conseil consultatif? Le Haut Conseil consultatif était une proposition également qui a été largement discutée dans les groupes. Les participants ont pris la parole pour nous expliquer que le Haut Conseil consultatif a les mêmes prérogatives que le Haut Conseil des collectivités et le Conseil économique, social et culturel. Les deux institutions, même si on peut les critiquer pour être en dépassement de mandat, restent encore légalement en exercice du moment qu'elles n'ont pas été dissoutes. Et puisqu'elles n'ont pas été dissoutes, elles sont là. On ne peut pas les superposer une autre institution qui a la même vocation pour ne pas créer un conflit de compétences. Voyez-vous ce que je veux dire? Et comme je l'ai dit, les gens oublient très souvent que la charte ne suspend pas la Constitution du 25 février 1992. Non, elle la complète dans les dispositions qui ne sont plus en situation d'applicabilité. Et pour les questions que la Constitution ne prend pas en charge. C'est aussi simple que ça.
Ce n'est pas un surchargement aujourd'hui? Non, 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 ce n'est pas une surcharge. Vous savez, la Constitution du 25 février 1992 est l'émanation d'un référendum. Le consensus qui nous a conduit à cette charte qu'on appelle ça, est un consensus suite à des concertations nationales. Pour une situation exceptionnelle, c'est des mesures exceptionnelles. Et la charte est un document exceptionnel. Ce n'est pas un document normal. Ce n'est pas un document qui s'y est en situation normale. Elle est venue parce que la Constitution est dans l'impossibilité, dans l'incapacité de nous trouver une solution aujourd'hui. Là où la Constitution est limitée, le consensus national permet d'établir une charte pour lever les blocages et permettre à l'État d'avancer. Mais pour autant, la Constitution du 25 février 1992 n'a pas été suspendue. Elle est en vigueur. Elle prend en compte toute une batterie de droits et elle pose toute une batterie de conditions de sécurité pour l'État et pour le citoyen que nous ne voyons pas la pertinence de suspendre. Mais quel est l'avis du comité scientifique sur le fait que la charte soit supérieure à la Constitution? Bon, vous savez, la charte, comme je l'ai dit, elle complète la Constitution. Mais la charte dit qu'elle est supérieure aussi à la Constitution. Non, la charte ne dit pas qu'elle est supérieure à la Constitution. Peut-être ça peut être une interprétation. Lorsqu'il y a entre la charte et la Constitution, vous verrez que dans beaucoup de dispositions de la charte, elle renvoie à la Constitution. Ok? Maintenant, la Constitution est limitée vis-à-vis du contexte actuel. Vous l'avez compris bien avant la démission du président de la République, qu'elle était dans l'impossibilité de nous donner une solution. Aujourd'hui, pour que les dispositions de la Constitution qui ne peuvent pas être applicables ne nous bloquent pas, la charte vient corriger. C'est là où on dit, en cas de contrariété entre la charte et la Constitution, les dispositions de la présente charte entrent en vigueur. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est essentiellement ça. Mais ce n'est pas une superposition de la charte à la Constitution. Non, ce n'est pas ça. Les deux documents cohabitent dans l'optique de dénouer les points de blocage afin que l'État avance. Des discussions sur la supériorité de la Constitution par rapport à la charte. Mais en attendant, nous savons qu'aujourd'hui, nous cherchons le consensus, sinon l'unanimité aujourd'hui autour de la charte. C'est ça l'objectif pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais est-ce que le fait que certains soient exclus du processus n'est pas un problème? Qui par exemple? Les partis signataires de l'accord pour la paix n'étaient pas dans la salle, n'ont pas participé aux concertations. Nous savons aussi que, parce que nous avons entendu l'organisation, certains n'ont pas reçu les invitations à temps. On peut comprendre qu'il y a d'autres regroupements ou organisations de la société civile ou politique qui n'étaient pas présents. Très bien. D'abord, je vais rectifier quelques éléments. La première chose, c'est que le consensus, ce n'est pas l'unanimité. Ok? Ce n'est pas la même chose. Et ici, nous cherchons un consensus et ce consensus a été trouvé. Maintenant, nous voulons aussi l'unanimité, si possible. Et cela requiert une continuité du dialogue politique. L'adoption de la charte ne suffit pas pour apaiser le front social. La charte elle-même appelle à aller vers le dialogue politique. D'abord avec les syndicats, bon, enfin la feuille de route du moins appelle à ça. Donc pour moi, le dialogue doit continuer avec tous les interlocuteurs, à la fois au niveau national qu'au niveau international. Parce que le Mali ne tire aucun profit dans l'émiettement et dans la division. On a vu ce à quoi ça nous a mené. Il n'y a pas lieu de continuer à ignorer les gens ou simplement à penser que certains ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est que à chaque fois qu'il y a une incompréhension ou une divergence, qu'on ne se prive pas de l'effort de dialoguer avec toutes les parties. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, quand vous parlez des groupes signataires de l'accord, nous avons déploré et regretté l'absence de la CEMA. Mais la plateforme était là. Elle a participé à l'ensemble des travaux, de l'atelier de validation aux concertations nationales. La CEMA n'est pas venue, mais elle pourra toujours venir. La feuille de route fait référence à l'accord pour la paix et la réconciliation. Elle demande la relecture, l'appropriation et la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ceci montre à quel point les groupes signataires de l'accord sont cités. Dans la charte, au niveau de la constitution
n'est-ce pas, du Conseil national de transition, les groupes signataires de l'accord sont nommément cités. Donc cela prend en compte à la fois la plateforme que la SEMA. Encore une fois, j'estime que entre Maliens, nous ne devons pas nous priver de l'effort de continuer le dialogue. Mais je profite pour en appeler aux Maliens pour vraiment se mettre dans la dynamique d'aller vers un rassemblement de tous les Maliens pour que cette transition ne soit pas une occasion manquée et qu'ensemble nous posions les fondements du nouveau Mali. En tant qu'expert, qu'est-ce que tu penses de la procédure d'adoption de la charte? Nous savons que ça a été adopté par acclamation. Est-ce que scientifiquement c'est acceptable? Oui, c'est tout à fait acceptable. L'acclamation en plénière, elle est faite par qui? Elle est faite par les participants de l'ensemble des groupes. C'est après débat. Et il y a eu, bien sûr, il y a eu des débats. Des observations. On a fait 3 jours de concertation nationale. Ouais. Et ces 3 jours de concertation nationale ont porté sur la feuille de route et la charte. Tous les groupes, les 5 groupes, ont discuté l'ensemble des dispositions de la charte sans exclusion. Et le comité scientifique a récupéré les rapports de l'ensemble des groupes et sur la base des rapports de l'ensemble des groupes a sorti la mouture finale de la charte. Et elle a été lue et acclamée, approuvée par acclamation sous réserve des observations écrites. Donc s'il y a des dernières observations écrites, on pouvait les prendre et le comité scientifique avait le devoir de revenir en session pour les intégrer. C'est ce qui s'est passé. L'acclamation s'est passée en salle avec tout le monde. Et nous avons reçu 201 observations écrites. Sur les 201 observations écrites, les 2 tiers, c'était écrit validé. C'est que elles ont été insérées après. Oui, en fait, les 2, comme je dis, plus des 2 tiers, c'était vraiment des gens validé. Qui ont écrit seulement sur le document validé. Okay. Maintenant, il y a des gens qui ont fait des observations qui portaient sur des erreurs matérielles et qui portaient sur quelques dispositions qu'ils considéraient comme étant des omissions importantes. Et ces dispositions ont été intégrées. Et c'est après intégration de ces dispositions qu'on a la mouture finale. Ça, c'était après le 12. Le 12, on a fini, on s'est retrouvé le lendemain en session du comité scientifique pour intégrer. Déjà le 12, une commission restreinte du comité scientifique avait été commise pour travailler et intégrer avant la lecture, parce que le document a été d'abord distribué avant d'être lu pour acclamation. Et quand il a été distribué, les gens ont émis leurs observations, on a reçu ces observations, et donc une commission restreinte de la commission scientifique a été commise par la commission elle-même pour intégrer ces différentes observations. Et ça, c'était avant la lecture. Donc après intégration de ces différentes observations, maintenant le comité est venu lire le document, la mouture finale, en français et en bambara, et ça a reçu les acclamations de la salle. Après, le rapporteur général des Assises nationales s'est retrouvé avec les rapporteurs des 5 groupes pour passer en revue les dispositions majeures arrêtées pendant les concertations sur la feuille de route et sur la charte. Et c'est cette synthèse qui a été lue et qui a fait l'objet enfin d'adoption des 2 documents. Et ça s'est passé devant l'ensemble du corps diplomatique et avec l'ensemble des délégués dans la salle. Et c'était une acclamation totale. Je pense que vous pouvez convoquer les images. Il y a eu combien de montures avant la monture finale? Non, quand un document est en cours de préparation, on ne parle pas de monture. Non, je parle pendant les concertations. Non, pendant les concertations, il y a eu un document de base sur lequel les discussions ont eu lieu. Après ce document de base, il y a eu la monture qui a été présentée aux gens en version écrite au moment où on procédait à la lecture de la feuille de route. Ouais. Et après ça, maintenant, nous avons procédé à l'intégration des observations écrites avant lecture. Maintenant, après la lecture, certaines observations d'horaire matériel, je précise, d'horaire matériel ont pu être intégrées. J'ai compté à 4. À 4 montures. C'est un processus, c'est normal. Il pourrait y avoir d'autres. Non, je pense que là c'est fini. La charte elle est adoptée. Elle est adoptée. C'est fini. Et c'est pourquoi j'ai dit les dernières observations qui ont été intégrées sont vraiment des erreurs matérielles. Et puis pour le reste c'est bon. D'accord. Parlons maintenant du fond de la charte. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette charte?
Bon, en résumé, on peut retenir de cette charte plusieurs choses. Hein. D'abord, elle cite les organes de la transition. Et si je ne m'abuse, pour être fidèle, elle rappelle des valeurs, hein, n'est-ce pas? Donc le titre 1, c'est valeurs, principes et missions de la transition. Donc vous avez les valeurs et les principes, et vous avez les missions de la transition. Donc vous avez aussi des organes de la transition. Donc, les organes de la transition, c'est 3 organes. C'est le président de la transition, c'est le gouvernement de transition et c'est le Conseil national de transition. Maintenant, je précise simplement que dans le premier organe, qui est le président de la transition, eh bien, il y a un vice-président qui le seconde et qui est particulièrement en charge des questions de défense et de sécurité. Dans la version distribuée dans la salle, il y avait également la refondation nationale, mais les observations qui ont été écrites, qui ont été faites, ont demandé d'enlever la refondation nationale parce que cela pouvait décontenancer la mission du président, mais que les questions de défense pouvaient être... Donc le vice-président serait chargé de la défense et de la défense et de la sécurité. Ouais, mais voilà, dans la mouture finale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un ministère de la défense et de la sécurité, mais bon, c'est une prérogative qui lui est dévolue, il est chargé de veiller à ça. Voilà, simplement. Bon, entre autres. Donc pour moi, ce sont ces 3 organes essentiellement. On va parler des organes, surtout de la transition, je sais que c'est des points d'échauffement aujourd'hui. En ce qui concerne le vice-président, nous avons vu dans les documents qu'il prête le serment au même moment que le président. Pourquoi cette idée? Non, le vice-président, on dit qu'il est élu dans les mêmes, il est désigné dans les mêmes conditions que le président. C'est un collège de désignation convoqué par le CNSP qui procède à la désignation du président et du vice-président. Ok? Parce que, comme je l'ai dit, il y a un organe, c'est le président. Le vice-président ne fait que le seconder. Voyez-vous? C'est comme quand vous prenez dans la Constitution, le président de la République est une institution. Dans le cas de la transition, ce n'est pas une institution, mais c'est un organe de la transition. Et maintenant, le vice-président le seconde. Donc, ils sont ensemble, ils sont désignés ensemble. Pourquoi prêter serment ensemble? Non, ils sont désignés ensemble. Ils rentrent en fonction ensemble. Nous n'avons jamais vu dans la Constitution, nous savons si le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Le président de la République n'a jamais prêté serment avec le président de l'Assemblée nationale. Non, attention, le vice-président ne joue pas le rôle de président de l'Assemblée nationale. Non, j'ai dit un exemple. Oui, il y a une distinction. Vous savez, en 1992, le CTSP était cumulé à la fois les fonctions exécutives et législatives. Certains se demandent s'il y a deux présidents. Non, j'arrive. Le CTSP convoquait, conciliait à la fois les fonctions législatives et exécutives. Parce que le président du CTSP était le chef de l'État, mais le CTSP était aussi l'organe législatif de la transition. Sauf que cette fois-ci, on a la Constitution du 25 février 1992. Cette Constitution consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Et sur la base de ce principe de la séparation des pouvoirs, on a estimé qu'il fallait avoir un président et un vice-président. Nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, on peut avoir des empêchements, temporaires ou définitifs. Et donc, au lieu de se retrouver encore dans une situation de vacances pendant la transition, on préfère avoir simplement un président et un vice-président. C'est simplement une mesure. Maintenant, le vice-président, il est spécifiquement dévolu aux questions de défense et de sécurité. Le président a les mêmes prérogatives. En fait, il exerce, je dis bien, il exerce les mêmes prérogatives que le président de la République, sans être le président de la République. Et si ce n'est pas une violation de la Constitution de 92 dont ce n'est pas fait référence la charte? Ce n'est pas une violation de la Constitution. Si le président est absent, c'est le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi un vice-président? Et ce n'est pas encore non plus prévu dans la Constitution de 92, le poste de vice-président. En fait, vous oubliez une chose. Oui. C'est que la Constitution de 1992 prévoit plusieurs dispositions. Elle prévoit l'intérim présidentiel qui est assuré par le président de l'Assemblée nationale en cas d'empêchement définitif, pour quelque raison que ce soit. N'est-ce pas? Oui. Alors, ceci est applicable dans la mesure où une Assemblée nationale est là. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en démissionnant, avait d'abord accepté la démission du gouvernement et procédé à la dissolution de l'Assemblée. Ensuite, il a démissionné. Voyez-vous? Donc, on est dans une situation où l'intérim présidentiel assuré par l'Assemblée est inapplicable parce que l'Assemblée n'est pas là. De l'Assemblée, parmi les organes, juste une parenthèse, parmi les organes, nous savons à la place de l'Assemblée nationale, il y aura le Conseil national de transition. Mais justement, c'est là où j'allais en venir. Non, c'est là où j'allais en venir. Permettez-moi. Comme le suppléant.
C'est là où j'allais en venir. Permettez-moi d'en venir. Ok. Oui, vas-y. J'ai dit ça, c'était la première disposition que la Constitution du 29 février 1992 prévoit. La deuxième disposition que la Constitution du 29 février 1992 prévoit et qui est en effet en phase, si on peut le dire, avec notre situation actuelle, c'est le titre 13 de la Constitution de 1992 qui porte sur les dispositions transitoires. Vous savez, le titre 13 de la Constitution, qui est le titre final d'ailleurs, porte sur s'appelle disposition transitoire. Donc elle consacre la transition comme une période de gouvernance démocratique au Mali. Et elle ne contient qu'un seul article, qui est l'article 122, d'ailleurs à laquelle la CEDEAO a fait référence. Oui. J'arrive. Et dans ce cadre, eh bien, elle dit que le CTSP et le gouvernement prennent l'ensemble des mesures pour assurer le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Ainsi de suite. Voyez-vous, jusqu'à l'installation des nouvelles institutions. Sauf que le CTSP en 1992, c'est ce que je disais tout à l'heure, cumulait à la fois la fonction législative en tant que le pouvoir législatif de transition et la fonction exécutive, parce que son président, d'alors le président Amadou Toumani Touré, lieutenant-colonel de l'époque, était le chef de l'État. Et c'est pourquoi vous verrez que l'article 119 de la Constitution de 1992 stipule que le président du CTSP procède à la promulgation de la Constitution une fois qu'elle aura recueilli la majorité des voix lors du référendum. Donc, aujourd'hui, que la Constitution du 29 février 1992 est en vigueur et qu'elle consacre le principe de la séparation des pouvoirs, on ne peut pas permettre que le président du CTSP, enfin que le CTSP seul exerce ses fonctions, parce qu'elle ne peut pas assurer à la fois le législatif et l'exécutif. Vous comprenez? Donc, la question qui se pose à partir du moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionne avec son gouvernement et dissout l'Assemblée, c'est qu'au niveau exécutif, on a le président de la République et le gouvernement qui sont absents, on a l'Assemblée nationale qui est absente. Voyez-vous? Donc, il faut résoudre le problème de l'exécutif transitoire et le problème du législatif transitoire. D'où le Conseil national de transition et le président de transition qui a été suppléé par le dans le souci du respect des principes de séparation des pouvoirs. C'est dans le souci du respect du principe de séparation des pouvoirs que trois organes ont été... Voilà, le président de transition, le gouvernement et... Nous avons vu que c'était là. Bon, ça c'est un avis qui a été émis par la CEDEAO. Et même certains dans la salle au cours de la concertation. Oui, certains, mais la majorité des voix au sein des concertations a accepté le principe du président de transition et du vice-président de transition. Et même dans les observations écrites qui ont été envoyées par les uns et les autres dans la salle, la majorité accepte, n'est-ce pas, le vice-président de transition avec ses prérogatives. Seulement, on a demandé d'enlever la la vocation de refondation pour maintenir celle de défense et de sécurité. Maintenant, sur ce point, nous savons que le mini-sommet de la CEDEAO s'est tenu ce 15 septembre et ils ont fait sortir un communiqué qui donne des lignes de la CEDEAO par rapport à la charte. Qu'est-ce qui, en tant qu'expert, qu'est-ce que tu penses de cette prise de position de la CEDEAO en ce qui concerne désormais pour que le vice-président ne doit plus suppléer le président en cas d'absence et que le comité national pour le salut du peuple doit être dissous aussi après la mise en place des organes. D'accord. D'abord, premièrement, pour arriver, il faut dire que... Faites aussi le point principal, surtout c'est la nomination des deux civils à la tête des transitions, le président et le premier ministre civil. Fondamentalement, je ne pense pas que la charte de la transition soit en contradiction en grande mesure avec ce qui a été dit par la CEDEAO. La CEDEAO demande un président et un premier ministre civil. D'ailleurs, je note... Ce qui n'est pas précisé dans la charte. Et d'ailleurs, je note que la CEDEAO ne remet pas en cause le vice-président, encore moins sa fonction de responsable des questions de défense et de sécurité. Elle parle simplement de suppléance. Ça, c'est un élément. Pour ce qui concerne le président et le vice-président, il n'a été dit nulle part que ça doit nécessairement être un militaire. Mais on était dans l'embarras quand même. Non, c'était pas précisé. Ce n'est pas un embarras. C'est la situation telle que présentée par les groupes. Vous savez,
quand vous prenez, il y a eu 5 groupes de travail à Bamako. Et sur les 5 groupes de travail, vous avez 3 groupes qui n'ont pratiquement pas tranché. Et qui pensent que civil ou militaire, ça peut passer. Vous avez un groupe qui parle de militaire, vous avez un groupe qui parle de civil. Quand vous prenez les régions, le nombre de régions qui parlent de militaire est encore supérieur à celui qui parle de civil. Nous, commission scientifique, nous avons fait le débat. Et nous nous sommes dit que notre mission, notre mandat n'est pas de faire cet arbitrage politique. Nous constatons, sur la base des différents rapports, que les Maliens évoquent et le militaire et le civil. Et si on devait trancher sur la base du nombre, prenant en compte les régions et les groupes ici, ça allait peut-être être militaire. Donc on s'est dit, bon, nous restons vraiment dans notre mandat scientifique, nous laissons les éléments ouverts tels que ça ressort des différents groupes. On a dit civil ou militaire. Maintenant, il appartient aux hommes politiques, dans la négociation politique, de faire, n'est-ce pas, l'arbitrage nécessaire. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir et qui sont en fonction pour faire les négociations, c'est à eux de faire les négociations pour décider. Ils sont partis, le CNSP est parti à Accra, enfin au Ghana, je ne sais pas si c'est Accra ou pas. Ils sont partis au Ghana, ils ont échangé avec la CEDEAO, ils ont reçu les avis de la CEDEAO. La charte donne mandat au CNSP de procéder à la désignation du président de transition à travers un collège qui lui-même constitue. La CEDEAO demande au CNSP de procéder à la désignation d'un président de transition. La charte prévoit que le président de transition procède à la désignation de son premier ministre en toute souveraineté. Alors, à partir de ce moment, je pense que les clés sont entre les mains. Civil et militaire élevé. Bon, ça c'est vraiment à eux d'arbitrer. Nous, commission scientifique, nous avons rapporté ce qui était sorti. Dans le communiqué de la CEDEAO. Voilà. Non, la CEDEAO avait été claire bien avant les concertations. Hein. Avant les concertations, la CEDEAO avait exigé un président et un premier ministre militaire. Mais encore une fois, je pense qu'il y a au moins 3 choses à prendre en compte. La première chose, c'est que la CEDEAO est dans son rôle parce que c'est un ensemble constitué par les États de l'Afrique de l'Ouest qui est régi par des textes auxquels le Mali a souscrit. Et la conférence des chefs d'État est nantie d'un certain nombre de prérogatives qui leur ont été conférées par un certain nombre de textes. Ils sont dans leur rôle. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que le peuple malien est aussi dans sa souveraineté pour définir l'orientation qu'elle veut donner à sa vie dans ce processus de refondation. Et les concertations nationales du Mali ne doivent pas souffrir d'injonctions extérieures. La troisième chose, c'est que les autorités maliennes, quelles qu'elles puissent être, doivent prendre toute la mesure du rôle du Mali, de la place du Mali et du rôle de la communauté internationale. Le Mali a des intérêts, le Mali est dans un environnement, il y a des enjeux de pouvoir, il y a des enjeux diplomatiques et c'est aux responsables politiques de prendre toute la mesure de cela et d'en tenir compte dans leur processus de prise de décision. C'est pourquoi je dis que la charte ne boucle pas tout, elle laisse encore la porte ouverte au dialogue politique, à la fois avec les partenaires nationaux qu'avec les partenaires internationaux. Cela veut dire qu'on doit aller avec la CEDEAO dans tous les cas. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit simplement que nous ne pouvons pas nous considérer comme étant en vase clos. Oui. Pour autant, nous ne sommes pas des sujets qui devront recevoir simplement des injonctions et avancer. Nous sommes dans un exercice politique qui nous donne des interlocuteurs au niveau national et au niveau international avec lesquels nous devons engager une négociation politique continue jusqu'à ce que les conclusions satisfassent toutes les parties. Les autres sont utiles pour nous comme nous sommes utiles aussi pour les autres. Absolument. Et notre cheminement conjoint est le gage de la satisfaction de tout le monde. Nous savons que la CEDEAO va plus loin et demande la dissolution du Comité national pour le salut du peuple juste après la mise en place des organes de transition. Ceci n'est pas du tout un problème. Quand vous regardez le préambule de la charte, il cite l'acte fondamental qui a été pris par le CNSP. Cet acte fondamental stipule que dès lors que les organes de la transition sont installés, d'abord l'acte appelle à des concertations qui vont nous amener à l'élaboration d'une charte, et dès lors que les organes de la transition définis dans cette charte sont installés, le CNSP disparaît et l'acte lui-même est abrogé. Voyez-vous?
Donc, lorsque vous prenez cette disposition-là, le CNSP lui-même, dans son acte fondamental, a prévu sa disparition dès lors que la transition est en place. Donc, cette injonction de la CEDEAO ou cette recommandation de la CEDEAO n'est pas en contradiction ni avec la charte, ni avec l'acte fondamental, ni avec l'esprit du CNSP. En ce qui concerne le collège de désignation du président, du vice-président de la transition, nous savons que les MSEC avaient pointé du doigt ça, pour ceux qui... on sait que la clé de répartition n'était pas déterminée dans la charte. Vous parlez du comité de désignation du président. La clé de répartition n'est pas définie dans la charte. Ceux qui doivent composer ce comité de désignation, on ne sait pas c'est qui et combien par organisation, ou c'est le CNSP seulement qui va désigner les membres. C'est ce que je dis. À leur guise. C'est ce que je dis. Le CNSP ne désigne aucun membre à sa guise. Vous voyez que même pour le président, il lui est demandé de constituer un collège de désignation. Pour ce qui concerne la charte le Conseil national de transition, les entités qui doivent en faire partie sont définies au titre 13, si je ne m'abuse. Et donc, dans ce titre 13, toutes les entités qui doivent être représentées y sont citées. Le nombre total des membres est à 121. Je ne parle pas du Conseil national. Non, vous parlez de quoi? Je parle du comité de désignation, le collège de désignation. Oui, ceci est laissé à la discrétion du CNSP. C'est le CNSP qui doit convoquer ce collège de désignation pour procéder à la désignation du président de la transition. Et maintenant, c'est au CNSP de convoquer ce collège. Dans les discussions, il n'y a pas eu d'arbitrage de la part des participants à ce sujet. Et quand vous voyez même le communiqué de la CEDEAO demande carrément au CNSP de procéder à la désignation. Est-ce qu'il n'était pas bon de définir la clé de répartition aussi à ce niveau? Bon, vous savez, on peut toujours procéder autrement. Mode de désignation? On peut toujours procéder autrement. Et définir les critères aussi des membres qui doivent siéger au sein de ce collège. C'est ce que je dis. Ouais. On peut toujours procéder autrement. Puisqu'il s'agit d'une question nationale. C'est une question nationale. Ouais. Et je pense que tel que ça a été fait, ça a été discuté. C'est comme c'est des grands électeurs pour nous. Je ne vais pas me mettre... Un président, un vice-président. Je ne vais pas me mettre... Ils seront à la place des grands électeurs, comme dans certaines démocraties. Non, vous savez... ça nécessite quand même une procédure de désignation. On n'est pas dans un exercice comme celui des États-Unis et qui aussi se fait en temps normal et sur la base de leur constitution. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Situation caractérisée par, d'abord, c'était une paralysie de l'État qui a abouti à l'intervention du CNSP et par laquelle, suite à la lutte historique et héroïque du M5 RFP, on a assisté aussi à la démission du président de la République, à l'acceptation par lui de la démission du... d'abord, à la dissolution du gouvernement et à l'acceptation par lui de la démission du gouvernement. Et dans cette situation exceptionnelle, nous nous sommes retrouvés avec un vide institutionnel. Ce vide institutionnel requérait une concertation nationale qui pouvait donner un consensus sur la base de laquelle on élabore une charte venant compléter la Constitution afin de sortir la République de l'impasse. Et c'est dans cette situation que nous sommes. Voyez-vous, ce n'est pas assimilable à celui des États-Unis. Et dans les concertations nationales, les Maliens ont discuté et les Maliens ont convenu que le CNSP devait avoir la responsabilité de convoquer un collège de désignation pour procéder à la désignation du président de la République et que celui-ci devait répondre aux critères cités ici dans la charte et qu'il pouvait être une personnalité civile ou militaire. Voilà ce que les Maliens ont décidé lors des concertations. C'est ce qui est sorti dans la charte. Maintenant, je dis encore une fois, cet exercice que nous avons été amenés à faire était un exercice scientifique qui s'alimente de l'expression libre des Maliens lors des concertations pendant ces assises-là. Et nous avons produit ça. Maintenant, le CNSP est aujourd'hui dans ses fonctions. Elle est en train de négocier avec les interlocuteurs nationaux et internationaux. Le CNSP poursuit cet exercice-là en devant prendre en compte tous les enjeux de pouvoir et tous les défis auxquels le pays est confronté et tous les avis pertinents
à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali, pour que les décisions soient les plus proches possibles de l'intérêt du pays, les plus conformes possibles à l'intérêt du pays. Merci. Nous passons à la feuille des routes maintenant. Et la feuille des routes, je pense, c'est les grandes missions qui seront définies pour la transition. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette feuille des routes sans la suspension de la Constitution actuelle? Alors, nous savons que tout ce qui est dans la feuille de route parle de la refondation. Absolument. D'abord, les Maliens ont appelé à cette refondation. Ils ont appelé à cette refondation à la fois lors des manifestations qu'en amont des manifestations. Vous lisez plusieurs articles qui ont été publiés, cette refondation est demandée. Vous suivez beaucoup de débats, et on en a fait ensemble plusieurs, où on a parlé de la nécessité d'aller vers cette refondation, bien avant les événements qui ont été conduits par le M5 et pendant ces événements également. Donc pour moi aujourd'hui, la nécessité d'aller à cette refondation, elle ne fait pas l'objet de débat. Maintenant, on ne va pas pour autant se plonger dans un vide institutionnel. Non. C'est un processus qui nous conduit à cette refondation. Et quand vous regardez ce que la feuille de route dit, d'abord la charte, elle choisit de ne pas suspendre la Constitution. La Constitution demeure. Mais dans la feuille de route, on définit des réformes politiques institutionnelles au rang desquelles se trouve la réforme constitutionnelle. Et on est censé aller vers une nouvelle constitution. Voyez-vous, on parle également d'une refonte du système éducatif. On parle également d'impact de stabilité sociale. Voyez-vous, on parle également du rétablissement et du renforcement de la défense sur l'ensemble du territoire national, en faisant référence aussi à la réforme du secteur de la sécurité, qui est censé carrément procéder à une refonte du système de sécurité et de défense au Mali, passant de la sécurité classique à la sécurité humaine, avec tous les éléments qui vont avec et les additifs que l'accord pour la paix et la réconciliation y a apportés, tant qu'elles ne font pas l'objet de révision dans le processus de relecture de l'accord qui est prévu dans la feuille de route. Voyez-vous. Donc pour dire que finalement, la refondation nationale n'est pas antinomique avec la charte et la feuille de route de la transition. Seulement, elle ne commande pas nécessairement la suspension de la Constitution du 25 février 1992. Dans la nouvelle Constitution qui sera élaborée, les éléments de la refondation devront ressortir. Dans les refontes qui ont été prévues aux différents secteurs, elle devra être prise en compte. Et dans d'autres secteurs qui devront faire l'objet de réformes plus tard, les nouvelles autorités qui seront installées après la transition auront la mission de poursuivre ce processus de refondation. Elle ne se fait pas en un seul jour. La feuille de route, je pense qu'en résumé, on peut retenir... Oui, on peut retenir que la feuille de route, elle a 6 axes qu'on considère comme prioritaires. Le premier axe, justement, c'est le rétablissement, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Vous comprendrez qu'on a plus de 2/3 de notre territoire aujourd'hui dans lesquels la sécurité n'est pas véritablement établie, pour être modeste. Hein. Aujourd'hui, jusqu'aux alentours de Ségou, vous n'avez pas la sécurité. Vous partez dans la région de Koulikoro, à bien des endroits où vous n'avez pas la sécurité. Dans une bonne partie de la région de Kaï, vous n'avez pas la sécurité. Et la menace de l'insécurité est présente dans une partie de la région de Sigasso. Donc presque aucune région n'est véritablement à l'abri de cette insécurité. Donc il est urgent pour les Maliens que la sécurité soit rétablie et qu'elle soit renforcée sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs éléments ont été cités à cet effet. Donc vous allez voir qu'on parle de diligenter la relecture de l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Parce que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, dans son titre 3, porte sur les questions de défense et de sécurité et appelle à la réforme du secteur de la sécurité et à travers un certain nombre d'organes qui ont été mis en place. Et ces organes, dans leur travail, sont allés jusqu'à l'élaboration d'une stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité, et à partir de laquelle on peut lire plusieurs éléments. Et on parle également d'accélérer le processus de désarmement, de mobilisation et de réinsertion des combattants dans le nord et le centre du pays. L'accord parle du DDR initialement pour les groupes armés signataires de l'accord, mais aujourd'hui, vous constatez la situation qui s'est déclenchée dans le centre bien après, qu'il faille absolument prendre en compte, et c'est ce qui est cité ici.
On parle de procéder à la dissolution effective de toutes les milices d'autodéfense. Vous comprendrez que si le point 2 qui consiste au DDR dans le nord et le centre venait à être correctement fait, le point 3 est la conclusion logique. Parce que les groupes n'auront plus de raison d'être, ils devront être dissous. On parle également de redéployer les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce qui permet de consacrer l'objet du titre lui-même, qui est le rétablissement et le renforcement du système de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est donc la priorité 1. La priorité 2 parle de la promotion de la bonne gouvernance, parce que toutes les études ont montré que la crise sécuritaire est en fait une conséquence de la crise de gouvernance. Et la crise de gouvernance est aussi l'une des causes de la précarité dans laquelle le pays vit. Donc on parle ici en premier élément de restaurer l'autorité de l'État, l'autorité et l'utilité sociale de l'État à travers la fourniture des services sociaux de base. Quand on dit de retourner l'État sur le terrain, ce n'est pas simplement l'armée et la défense. C'est aussi la santé, c'est l'éducation, c'est l'accès à l'eau potable, c'est l'environnement, ainsi de suite. On dit de promouvoir la citoyenneté et le civisme à travers l'éducation et la culture. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons une forte crise de citoyenneté et de civisme, souvent même de civilité. L'attitude du Malien, à bien des endroits, laisse à désirer. Et notre démocratie a valorisé à outrance la revendication des libertés démocratiques sans véritablement faire l'effort, le minimum nécessaire pour que ces libertés soient accompagnées par les valeurs qui permettent de les moraliser. J'ai la liberté d'expression, mais j'use ma liberté d'expression pour violer ton droit, n'est-ce pas, à la vie privée, au respect de la vie privée, pour violer ton droit au respect de la correspondance. J'ai la liberté d'aller et de venir, je l'utilise pour violer ton droit, n'est-ce pas, au respect de la propriété, n'est-ce pas, ainsi de suite. Donc bref, nous avons une démocratie qui a toutes les libertés, mais qui n'a presque pas de valeur. Et cela aboutit à une citoyenneté qui s'arrête sur un seul pied au lieu de deux, et ça nous amène énormément de problèmes. Et nous avons pensé qu'il était important de mettre l'accent sur les valeurs citoyennes, restaurer la citoyenneté en convoquant l'éducation et notre culture. Vous verrez également qu'on parle du renforcement de la lutte contre l'impunité et l'accentuation de la lutte contre la corruption. Bon, je n'ai pas besoin de développer ça, tout le monde comprend ce que c'est. De rationaliser les dépenses publiques en réduisant le train de vie de l'État. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de dépenses publiques qui ne sont pas nécessairement pertinentes ou qui ne sont pas dans un ordre de priorité raisonnable. Il s'agit donc de rationaliser l'utilisation de la richesse publique et ce faisant, réveiller aussi à réduire le train de l'État pour qu'on n'ait pas des budgets ostentatoires qui sont distribués à des gens de façon incongrue. On demande également d'auditer la gestion des fonds alloués aux services de sécurité et de la défense de la justice dans le cadre des lois d'orientation et de programmation. Comme vous connaissez déjà, il y a la LOPM, il y a la LOPSI et il y a la loi portant sur la justice qui mobilise une bonne partie du budget national et pour lesquelles les populations se questionnent aujourd'hui. Et dans les discussions, c'est sorti plusieurs fois qu'il était nécessaire d'aller vers l'audit de ces différentes lois. Donc dans le cadre de la bonne gouvernance, on a parlé de ça. En termes d'axe 3 qu'on considère comme prioritaire, on parle de la refonte du système éducatif. Certains ont même demandé que cette disposition soit citée en premier lieu. Mais après la majorité des voix, on a pu trouver la 3e place pour cette disposition. Donc il s'agit véritablement de notifier la nécessité de négocier un moratoire avec les partenaires sociaux de l'éducation en mettant en place un cadre de concertation régulier entre ces partenaires et l'État. Okay? On demande également d'organiser des assises nationales sur l'éducation. Parce que vous constaterez que depuis 1962, le Mali a procédé à une réforme de l'éducation. On n'a plus eu une nouvelle réforme. Il y a eu quand même des forums. Oui, il y a eu des forats, il y a eu des concertations, il y a eu plusieurs rencontres sur l'éducation nationale. Il y a eu même l'accord pour une école apaisée et performante sous le régime du Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Mais on n'a pas eu une nouvelle réforme de l'éducation. Vous savez, on ne crée pas une école pour en créer. On choisit le type de pays qu'on veut bâtir. Et à partir de ce type de pays, on sait le type de citoyens dont on a besoin, en qualité, en quantité et en diversité. Et sur la base de ça, on sait le type
du système éducatif peut former ce type de citoyen. Et c'est comme ça qu'on élabore un système éducatif. Il s'agit ici non pas d'aller vers une réformette ou un toilettage, mais plutôt d'aller à une refonte. C'est pour cela qu'il est demandé d'organiser des assises nationales sur la problématique de l'éducation qui va au-delà de l'aspect scolaire et universitaire, mais qui commence depuis la base. Donc on dit ici d'engager une réforme du système éducatif, donc c'est de ce dont je voulais parler. On parle au quatrième axe des réformes politiques et institutionnelles. Ces réformes politiques et institutionnelles ont été amorcées depuis la Constitution du 25 février 1992 à sa promulgation, mais elles se poursuivent jusqu'à présent. Elles ont pris une nouvelle dimension dans l'accord pour la paix et la réconciliation, dont la mise en œuvre est continuée par le CDI, mais aujourd'hui on demande de parachever le processus de régionalisation, de l'organisation territoriale d'abord, qui a commencé avec les 19 régions proposées par ATT et qui n'est toujours pas achevée. Ensuite, on demande d'aller vers la réforme du système électoral en prenant en compte les Maliens établis à l'extérieur. Parce qu'on a constaté qu'ils ne sont pas représentés au sein des institutions nationales, comme cela se doit, comme l'Assemblée nationale. Il est important donc d'aller d'abord vers la réforme du système électoral. Cette réforme du système électoral prend en compte le fichier électoral, prend en compte l'organe d'organisation des élections qui, pour plusieurs propositions, devrait être un organe unique. C'est sorti à plusieurs reprises. Et ça prend en compte également le système biométrique ou numérique du vote. Il y a plusieurs éléments qui sont cités, mais je pense qu'ils appartiennent vraiment aux autorités de la transition de prendre toutes les mesures pour que cela puisse se mettre en œuvre. On parle également d'élaborer et adopter une nouvelle constitution. Carrément, les Maliens estiment que la Troisième République a atteint ses limites. Elle nous servira jusqu'à ce qu'on aille vers la réforme constitutionnelle, mais il nous faut basculer dans une quatrième République. Et cela se fait par l'élaboration et la soumission à référendum d'une nouvelle constitution. On parle également ici de poursuivre le chantier de la réorganisation, de la régionalisation qui a été lancé. Vous vous rappelez que depuis le projet de centralisation, on avait proposé d'abord une première étape qui est la communalisation et une deuxième qui est la régionalisation. L'accord le reprend. Aujourd'hui, on demande de poursuivre ce chantier de la régionalisation de sorte à ce qu'il soit conforme aux besoins du Mali. Le cinquième axe, c'est l'adoption d'un pacte de stabilité sociale. Parce que le Mali est divisé partout, dans toutes les entités. On dit, engager le débat sur les questions de société comme le rôle des autorités coutumières et religieuses, la question de la pratique de l'esclavage ainsi que le statut de la femme. Parce qu'on a fait des débats là-dessus ici. C'est des questions importantes qui sont en principe réglées par notre constitution, mais qui dans la pratique continuent à faire débat et à poser problème. Donc il sied d'organiser un débat national pour trancher sur ces questions. On demande également de relancer le dialogue avec les groupes radicaux maliens. Comme le dialogue national inclusif l'avait recommandé, il faut que l'on discute avec tous les acteurs qui peuvent concourir à l'établissement de l'information sociale apaisée. Oui, mais pas seulement. Oui, Amadou Koufa, Yad, mais beaucoup d'autres qui sont moins populaires, beaucoup d'autres qui sont présents et qui sont des Maliens et qui peuvent concourir à un apaisement du front social et à l'établissement d'un cadre de paix. On parle également ici d'engager le dialogue entre les communautés et acteurs locaux en conflit. Parce qu'au niveau des différentes collectivités maliennes, il n'y a pas que les communautés qui sont en conflit. Il y a certaines communautés ou certains acteurs de certaines communautés qui sont en conflit. Et les effets peuvent atteindre les deux communautés de façon directe ou indirecte. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui ne sont pas au nom des communautés, qui sont en conflit ou qui alimentent les conflits. Donc il s'agit d'engager vraiment un dialogue entre les Maliens qui nous permette d'aboutir à un nouveau contrat social pour l'apaisement des fonds sociaux, afin d'aboutir à ce pacte. Voilà. On dit de créer les conditions favorisant le retour des déplacés et des réfugiés. Il ne s'agit pas simplement de les demander de venir ou simplement de mettre fin à la guerre. Les gens sont partis pour multiples raisons. Il faut préparer le terrain de départ pour faciliter la motivation du retour. Donc c'est tout un travail que cela nécessite. Il faut enfin, pour l'axe 5, accélérer le processus d'indemnisation des victimes depuis 1960. Je précise à ce point qu'à sa lecture dans la salle, il y a eu un certain nombre de remous. Parce qu'on a estimé que 1960 était trop long. Mais en réalité, 1960 est cité dans l'accord, mais il est aussi cité dans les documents de la CVJR, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui demande de prendre depuis 1960
Parce qu'une bonne partie des Maliens ont vécu une crise dans le nord du Mali, dont le sud n'en a eu souvent que des échos. Et il s'agit de régler les problèmes du Mali, de tout le Mali, sans exclusive et sans discrimination. C'est dans cette optique que ça a été cité, juste pour information. Enfin, l'axe 6, l'organisation des élections générales, et cela nous envoie à deux orientations. Le premier, c'est élaborer un chronogramme pour les futures échéances électorales. Je pense que suite au DNI, le CDI avait déjà procédé à un premier travail qui pourra éventuellement être convoqué. Ce n'est pas dans la feuille de route, hein, c'est une réflexion que je partage. Mais bon, il s'agit d'élaborer un chronogramme qui nous amène aux nouvelles élections. On parle également ici, au deuxième point, d'organiser les opérations référendaires et les élections générales. Donc ça va nous permettre de boucler la transition. Voilà en gros ce qui a été proposé. Le comité scientifique a produit un chronogramme de mise en œuvre de la feuille de route. Ce mandat n'a pas circulé sur les réseaux depuis un certain temps, un certain chronogramme. Ce chronogramme qui circule sur les réseaux sociaux n'émane pas de la commission scientifique. La commission scientifique n'a pas reçu mandat de plancher sur un chronogramme. Elle a eu mandat de contribuer à la préparation des concertations nationales, de plancher sur les projets et les moutures finales de la feuille de route et de la charte de la transition. C'est cet exercice qu'il a fait. Le chronogramme ne nous a pas été soumis, nous n'avons pas travaillé là-dessus. Est-ce que la mission du comité continue encore? Pour le moment, le mandat qui nous a été donné a été accompli. Si on a besoin de nous pour un autre mandat, ça fera sûrement l'objet de convocation. Vous êtes quand même consulté, même si ce n'est pas dans le cadre du comité. Bon, les gens peuvent être individuellement consultés, comme le comité lui-même peut être consulté. Mais comme je l'ai dit, c'est celui qui a convoqué le comité scientifique qui sait pourquoi et quand il a besoin du comité. C'est donc à lui qu'il appartient la décision de le convoquer. Est-ce qu'il faille aller vite aujourd'hui à la désignation du président de la transition et de son vice-président? Je pense que aller rapidement à la désignation du président, enfin à l'installation, à la désignation et l'installation des autorités de la transition est une chose qui est utile. En même temps, je pense également qu'il ne s'agit pas de se précipiter, hein, mais de se hâter doucement. C'est-à-dire d'aller vite sans perdre du temps, mais de le faire de la bonne manière. C'est ça qui compte. Il ne s'agit pas de se précipiter pour faire un mauvais choix ou pour bâcler le travail. Il s'agit de le faire et de le faire convenablement, mais dans les meilleurs délais. Je suis d'accord, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faille le faire. Que ces sanctions soient levées, la CEDEAO a bien précisé c'est pour cela que je dis qu'il faut aller rapidement à cette mise en place. Pas seulement à la désignation, à cette mise en place. Mais je précise encore une fois que la forme est tout aussi importante souvent que le fond. Comme les bombards disent quoi, ça veut dire qu'il y a. Donc pour éviter qu'on soit dans une telle situation, il est préférable de prendre les mesures nécessaires pour le faire rapidement, mais le faire bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, vous avez une idée par rapport au futur président? Personnellement, je n'ai vraiment aucune idée. Je n'ai été mis dans la confidence par personne. Je n'ai pas de prérogatives ni de proposer ni de choisir. Je n'ai vraiment aucune idée du président, du vice-président ou du premier ministre. Je sais simplement que dans la charte, certaines corporations ont été citées pour être dans le Conseil national de transition, et c'est tout ce que je sais à l'heure où je suis. Je ne suis vraiment pas dans la conférence. Parlant du Conseil national de la transition, on parle aussi de la représentation du comité, non, national pour le salut du peuple. Représentation, je n'ai pas bien compris. Les militaires seront dans le Conseil national bien de entendu. transition. Est-ce que pour vous, ce n'est pas aujourd'hui contraire au principe démocratique? Mais attendez, vous savez, le Conseil national va prendre la place de l'Assemblée nationale. Non, j'arrive. D'abord, on nous bombarde avec des fausses certitudes. Vous savez, on parle de transition qui ne doit pas être dirigée par un militaire. Je ne suis pas en train, absolument pas, et je précise, je suis absolument pas en train de dire qu'il faut qu'on aille vers une transition dirigée par un militaire. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais il n'y a aucun document, je dis bien, il n'y a aucun document qui dit qu'une transition ne doit pas être dirigée par un militaire. Ça n'existe pas. Et je précise aussi que notre constitution, celle du 25 février 1992, en ses articles 122
et 119 consacrent le fait qu'une transition puisse être dirigée par un militaire. Parce que ces deux articles font référence au CTSP, qui était dirigé par le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, qui était président de la transition. Et l'article 119 dit que le président du CTSP, qui était le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré, procède à la promulgation de la Constitution. Mais c'est différent. Non, j'arrive. Non, j'arrive, s'il vous plaît. J'arrive. On venait juste d'entamer. Non, j'arrive. La Constitution du 25 février 1992 est le fondement de notre démocratie. Vous ne me direz pas le contraire. D'accord. C'est elle qui prévaut jusqu'à l'heure où je parle. Mais il n'y avait pas de Constitution. Deuxièmement, le protocole additionnel de la CEDEAO auquel les gens font référence. Je n'ai pas vu dans ce protocole là où on dit que la transition ne doit pas être dirigée par un militaire. On dit que en période de gouvernance politique, un militaire ne peut pas être candidat pour être président de la République. Ça, c'est une démocratie fonctionnelle. Notre situation est une démocratie non fonctionnelle. Parce que le président est parti, l'exécutif et le législatif sont absolument absents. C'est le consultatif et le judiciaire qui demeurent. Vous comprenez? Et dans une situation d'infonctionnalité de la démocratie, on procède à quoi? À une transition. C'est ce que le titre 13 de notre Constitution consacre. Et ce titre 13 de la Constitution s'appelle dispositions transitoires. Et dans les dispositions transitoires, la Constitution malienne du 25 février 1992, qui est en cours, dit que le CTSP et le gouvernement prennent l'ensemble des mesures nécessaires pour le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et l'article 119 dit que la Constitution du 25 février 1992 elle-même sera promulguée par un militaire qui est le président du CTSP dès lors qu'elle aura recueilli la majorité des voix. Donc en réalité, nos dispositions juridiques constitutionnelles ne disent en aucun moment que la transition ne doit pas être dirigée par un militaire. Par contre, elle précise et sans ambiguïté qu'en période de fonctionnement normal de la démocratie, un militaire ne peut concourir à l'exercice de président de la République. Voilà. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrête, à des postes politiques. Il faudrait qu'on arrête dans le conseil. Il faudrait qu'on arrête. Non, j'arrive. Il faudrait qu'on arrête d'aller dans le fétichisme. Notre constitution ne dit pas que le militaire ne doit pas être à une fonction politique. Hein. Je vous rappelle que pendant cette période, on a eu plusieurs militaires premiers ministres. On a eu Modibo Sidibé qui était porteur d'uniforme, qui était premier ministre. Non, j'arrive. Oui, on a eu plusieurs ministres qui étaient des militaires. Oui, à des postes. On en convient, n'est-ce pas? On a eu plusieurs militaires qui ont été ambassadeurs. On est d'accord. Plusieurs militaires qui ont été gouverneurs. Oui, nommés, oui. On est d'accord. C'est très clair que j'arrive. Moi, je vois le rôle encore une fois, je précise. Permets-moi juste de finir ça, ensuite tu poses ta question. Encore une fois, je précise que mon propos ne consiste pas à dire que le Mali a besoin d'un président militaire. Ce n'est absolument pas mon propos. Mais je dis simplement qu'on doit sortir du fétichisme qui consiste à nous faire croire qu'il y a des textes qui interdisent cela. Ce n'est pas le cas. Voilà. Maintenant, ceci dit, pour ce qui concerne le Conseil national de transition, il est constitué par les forces vives de la nation. Et ces forces vives de la nation comptent parmi elles les forces armées de défense et de sécurité. Et les forces armées de défense et de sécurité du Mali sont réunies aujourd'hui au sein du CNSP. Oui. C'est simple. Mais Diawara, il a appelé à jouer le rôle législatif. C'est un pouvoir législatif qui sera là. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, nous savons que parmi nos mots, le fait qu'aujourd'hui l'armée soit politisée fait partie de nos problèmes. Ceci, comme je l'ai dit encore une fois, vous savez, l'armée... Une fois de plus, est-ce que si on permettait aux militaires ou d'autres porteurs d'uniforme d'être dans cet organe, ne va pas les inciter encore à aller vers le pouvoir, à oublier leur rôle régalien qui est aujourd'hui la défense et la sécurisation du pays. Vous savez, ils n'ont pas autre chose à faire que d'aller parler politique. Vous savez, ce conseil va parler des réformes politiques. Vous savez, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Et recourons à notre souveraineté de penser et de conceptualiser. Et si le fonctionnement normal de la démocratie était effectif, on n'aurait pas eu cette intervention des militaires. On ne l'aurait pas eu. N'oublions pas que ce sont les Maliens, par multiples voies, qui ont réclamé
le départ du président et son régime. Et que c'est cela qui nous a amenés dans un enlisement pendant 7 mois. Et que c'est au paroxysme de cet enlisement, au bord de l'implosion sociale, que cette intervention du CNSP, en fait des militaires, a eu lieu. Et que le CNSP a été créé pour supplier à ce vide institutionnel et assurer la continuité de l'État. Ok? Si nous voulons que plus jamais les militaires ne reviennent à la charge, veillons à faire fonctionner correctement la démocratie. La démocratie, ce n'est pas simplement l'existence d'institutions. Ce n'est pas simplement la mécanique électorale. C'est un processus par lequel le peuple se sent représenté par des personnes dûment choisies par lui. Et un exercice qui concourt par l'action publique à apporter des réponses aux besoins du peuple. Et un cadre qui permet l'expression plurielle, libre et équitable des opinions politiques et des préoccupations citoyennes. Tant que ces questions fondamentales n'auront pas été réglées, notre démocratie sera chancelante. C'est pour cela que aujourd'hui, on appelle à une refondation qui prend en compte l'État, qui vient à la nation et qui touche à l'homme. Et enfin, qui réforme le système. Parce que c'est en touchant à l'ensemble de ces éléments que nous pouvons poser les fondements pour que plus jamais la situation dans laquelle nous sommes ne soit à nouveau. Mais ceux qui nous donnent la leçon, la constitution de la 5e République française à laquelle nous faisons référence, elle a été mise en place par un militaire, le général de Gaulle. La constitution du 29 92, elle a été mise en place par un militaire, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Qu'on arrête de nous donner des leçons sans fondement, qu'on arrête de nous marteler des principes sans fondement. La souveraineté du peuple malien de choisir qui est plus à même de conduire son processus de refondation ne doit pas être entravée. Pour autant, j'ai dit encore une fois, nous avons le devoir de prendre en compte tous les enjeux, tous les défis et d'avoir du crédit pour tous nos interlocuteurs à l'intérieur comme à l'extérieur et de ne décider que sur la base de l'intérêt supérieur du peuple malien dans l'ensemble des processus de dialogue et de négociation politique qui nous sont aujourd'hui offerts et auxquels nous sommes confrontés. D'accord. Autre remarque dans la feuille de route, nulle part il ressort quand même une mention pour l'honorable Soumaïla Cissé. Dans la feuille de route? Oui. Bon, vous savez, la feuille de route de la transition donne les priorités d'action de la transition. Dans le discours du président du CNSP, il a fait mention de Soumaïla Cissé, si je ne me trompe pas. Il y a eu également d'autres documents dans lesquels la préoccupation de la libération de Soumaïla Cissé a été citée. Et je pense que le président du CNSP a bien dit que la libération de Soumaïla Cissé était une priorité pour eux. Le porte-parole Ouagé, plus précisément, a eu à le dire et dire qu'ils ont pris le dossier en main et qu'ils s'y attellent vraiment sans relâche avec toute l'énergie nécessaire. Donc pour moi, cette question, elle est prise en compte. Aucun Malien ne peut en faire fi. L'absence de Soumaïla Cissé dans ces concertations, personnellement, m'a laissé un goût très amer. Ce rendez-vous n'aurait pas dû avoir lieu en son absence. Mais avions-nous le choix? Il n'est pas là, nous ne savons pas où il est, nous n'avons pas les moyens de l'avoir. Donc, voilà. Est-ce que les efforts sont faits dans ce sens? C'est le CNSP qui peut répondre à cela, mais je pense qu'ils ont déjà affirmé vraiment être entièrement engagés à sa libération et être à pied d'œuvre. J'ai entendu juste après la démission du président le CICR qui disait avoir déjà pris contact avec Soumaïla Cissé. Et j'ai aussi entendu que le contact avait été établi avec sa famille par le biais de correspondance, si je ne me trompe pas. Ce sont des informations encourageantes. Et vraiment, nous prions tous, sans aucune forme de choses, nous prions tous pour qu'il puisse recouvrer sa liberté et nous espérons vivement qu'il est en bonne santé et dans les meilleures conditions. Et cela le plus rapidement possible parce que le Mali a besoin de lui. L'Afrique a besoin de lui, sa famille a besoin de lui. Merci. On espère qu'après la mise en place de ces autorités, Kati ne fera plus peur à Bamako. Bon, je ne pense pas que... Bon, enfin, Kati fera peur à Bamako ou pas. Je pense que le plus important... Le comité va disparaître complètement. Non, le CNSP, une fois que les autorités de la transition sont mises en place, est appelé à disparaître. Toutefois, ce que je dis, c'est que le plus important, encore une fois, ne nous trompons pas. Ce n'est pas les hommes individus ou les organes
singulièrement qui peut faire la stabilité du Mali, c'est le fonctionnement du système démocratique dans le respect de ses principes, dans la prise en compte des préoccupations des populations et dans la sincérité des mécanismes d'arbitrage qui peuvent permettre une stabilité durable au Mali. Si nous pensons que c'est des individus qui vont l'apporter, nous nous tromperons. Il faudrait qu'on mette les efforts nécessaires pour que tous les mécanismes d'arbitrage soient transparents et sincères, que le système garantisse la représentativité des populations et que l'action publique touche aux préoccupations effectives des Maliens. Si ces différentes questions sont répondues, assurez-vous que nous n'assisterons plus à ce genre de situation. Merci. Et je pense que c'est ça la préoccupation. Merci, c'est sur ces mots que prend fin cette émission spéciale avec Mahamadou Diouara. Il est directeur du cabinet Gaïa. Il est expert aussi de la concertation nationale qui a eu le 10, 11 et 12 septembre. Et je pense que vous avez compris. L'objectif aujourd'hui, c'était quand même vous aider à comprendre la charte et aussi la feuille de route. Et je pense bien que ça a été le cas. Nous vous remercions pour votre fidélité à Énergie TV, à cette émission, à vous de convaincre. Merci, que Dieu bénisse le Mali. Amen. Merci.